est psychanalyste en Italie, Milan et à Vérone. Elle est membre de la Fondation européenne pour la psychanalyse, mais aussi chanteuse de jazz et maître de chant. Je vous donne la parole. Votre titre, il est là. Séparation ou sépartition, une clinique du corps. À vous, Laura. Merci. Je vous remercie de cette invitation. Alors, je ne bénéficie pas d'avoir connu personnellement ni Lacan ni Dolto, au contraire des gens qui parleront dans cette journée. Mais je peux dire que sans Lacan et sans Dolto, dans leur croisement, je ne pourrais pas travailler avec les analysants, surtout avec ceux d'aujourd'hui, qui semblent extrêmement en manque d'une séparation de l'objet. Et maintenant, plus qu'au passé, parce que le discours du capitalisme où nous sommes plongés s'adresse précisément à des individus privés du signe humanisant de la perte, et donc il en résulte une extension du symptôme symbiotique, qui est le signe, si vous voulez, du consommateur collé à l'objet. C'est pour ceci que j'ai travaillé, comme annoncé, le lien et la différence entre séparation et séparation, qui est pour moi un moyen de travailler le lien, la différence entre Lacan et Dolto. Dolto était ami de Lacan, et même si elle ne parlait pas le lacanien strict, ces deux amis sont unis par quelque chose de fondamental, qui selon moi c'est l'audace, l'innovation, les trouvailles. Chacun d'eux a trouvé quelque chose de nouveau sur l'humain, et a inventé un langage nouveau, des signifiants nouveaux qui nous accompagnent. Et surtout l'insoumission. Par exemple, au risque de passer pour une folle, Dolto nous a enseigné qu'il faut parler aux nourrissons et que la parole peut leur donner, s'ils sont dans un état de détresse, un désir de vivre. Elle soignait les bébés même à la radio, comme vous avez dit avant, en répondant aux parents en angoisse. Et c'est une aventure dans laquelle, comme a écrit Michel Plon, elle a hésité longtemps à se lancer. Ce que je veux souligner de cette aventure, c'est qu'elle répondait aux parents d'une façon qu'elle l'impliqua directement, au service, comme vous le disiez bien avant, au service de l'autre, tout en s'exposant au public. Et c'est quelque chose on ne se voit pas tellement aujourd'hui, parmi les psychanalystes, se exposer. Sans les croisements Lacan-Dolto, je ne pourrais pas travailler la question du corps, par exemple, qui pour moi revêt un intérêt pas seulement comme psychanalyste, mais même comme chanteuse et enseignante de chant. Et surtout, j'écris des livres sur la voix, et dans un de ces livres, j'ai parlé de le croisement de la jouissance de la voix et de la jouissance féminine. Donc, je ne pouvais pas écrire une ligne sur ça si je n'avais pas rencontré Lacan et Dolto ensemble. Lacan pour la question de la jouissance féminine et de la mystique, que j'ai liée même aux sensations du chanteur,
Donc c'est pas seulement féminine, hein, parce que un mâle qui chante a une sensation semblable. Et d'autant avec la question de la libido au féminin comme jouissance des espaces caves. Hein. Donc chanter, c'est mettre en résonance le corps. Mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, je veux parler de la question de la sépartition en deux points, avec la sépartition et le désir, et la sépartition et la sublimation. Alors je commence avec le premier point. Je veux parler de la voix aussi, mais sur un autre chemin, sur notre côté, c'est-à-dire le moment de la sépartition du bébé de sa propre voix. Et je le mets en relation avec le moment de la séparation du bébé de la mère. Alors, quand le bébé commence à jouer de sa propre voix, là, il y a une première sublimation de l'être humain. La première sublimation de l'être humain, je pense que se situe précisément là. Parce que la voix, c'est le premier jeu d'un être humain. Mais c'est aussi le moment où le bébé passe pour une sépartition en soi. La sépartition qui le dévise de sa voix qu'il offre à l'extérieur. La voix qui va dans l'espace et se sépare de lui constitue une sépartition parce que fonctionne comme une partie de soi-même qui s'en va. Et c'est une expérience que chaque chanteur répète chaque fois qu'il chante. Hein, cette sépartition, et qui donne beaucoup d'angoisse. Parce qu'on ne peut pas la gérer, hein, cette voix, elle va. Donc c'est une sépartition de soi. Dans certaines façons, c'est pas comme si le bébé, pour le premier, produise une séparation de la mère à travers ses jeux vocaux. Et Lacan, je m'appuie aussi sur une phrase de Lacan. Lacan écrit dans le séminaire de l'angoisse, le séminaire 10, pour l'essentiel, il n'est pas vrai que l'enfant soit sévré, il se sèvre. Il se détache du sein, il joue à se détacher du sein et à les répondre. Et donc je pense que le jeu de la voix l'aide à se consoler un peu de cet détachement. Et dans ce moment-là de consolation et du traumatisme de détachement, il crée quelque chose. Alors, c'est-à-dire donc que la sépartition de sa voix annonce la séparation, la possibilité de la séparation de la mère, qui est un argument très cher à l'auto. La sépartition qui s'est produite en soi-même est la condition donc d'une bienvenue séparation de la mère. Voilà comme la sépartition de l'objet se greffe sur la séparation de l'objet se greffe sur la sépartition originaire. Donc, on répète, le premier acteur du sévrage, c'est le nourrisson. Quand il commence à chanter la langue qui après il parlera. Et encore Lacan, il y a ici quelque chose d'assez actif pour que nous puissions l'articuler dans le sens d'un désir de sévrage. Je veux souligner cette expression, désir de sévrage. Quindi sans sépartition, aucun désir de sévrage peut s'installer. Dolto définit la notion de sévrage comme le moment où l'enfant accède à une nourriture qui peut être donnée par quelqu'un d'autre que la mère. Cela le dit dans l'image inconsciente du corps. Mais pour cela, il faut que la mère ne s'oppose pas
et qu'elle ait pris un peu de plaisir à communiquer avec son enfant, pas seulement avec le corps, mais avec la voix et la parole. Les maisons vertes, ce sont des lieux de séparation, en effet, je pense. Ce sont des lieux où les enfants en difficulté peuvent faire apparaître à nouveau son propre désir de sévrage qui peut-être a été oublié. Ce sont des lieux où on peut détacher, où il peut se détacher de leur mère et réciproquement. Si on ne peut pas se séparer, parce que la séparation fait trop souffrir l'enfant et fait trop souffrir la mère, l'enfant mourrait en utero, comme la clinique contemporaine des Ikikomoris, par exemple, qui sont les jeunes qui se rincèrent dans leur chambre, en coupant les liens avec le monde, comme cette clinique nous enseigne, nous fait voir. Alors, la question de la sépartition, je vais un peu plus à fond de cette question. Alors, à l'origine, nous dit Lacan, au moment de la naissance, il y a une sépartition du bébé de sa propre placente. Cette unité œuf, comme il l'appelle, se divise en soi. La déhiscence fait sortir le bébé. C'est la leçon du 15 mai. La séparation se fait à l'intérieur de l'unité qui est celle de l'œuf, il écrit. Et donc, cette séparation prend le nom de sépartition. Donc, on peut dire que chaque être humain vient au monde en perdant quelque chose de soi-même. Le bébé se sépare premièrement d'une partie de soi, de la placente, et donc si le sein, au point de vue de la nourriture, est comme une seconde placente, je ne sais pas comment on se dit. Placenta, excusez-moi. Placenta, se séparer de sein, c'est-à-dire le sévrage, prendre, à cause de cette origine dramatique, toute l'intensité de ce que l'on peut appeler en seconde naissance, qui tiennent aussi les traces de la première sépartition. Dans la leçon de Lacan, il appuie la question de la sépartition à le mot de Freud, l'anatomie c'est un destin. C'est une phrase qu'il a discuté beaucoup, dans certaines parties il a contesté cette phrase, mais ici il lui dit que cette proposition est vraie si nous donnons au terme anatomie le sens écrit, le sens strict étymologique, c'est-à-dire ana, qui veut dire répétition et veut dire aussi en partie égale, et tomé, qui signifie coupure. Donc coupure en répétition. En effet, pendant la vie, nous avons beaucoup de séparations qui ressemblent à la dramaticité de la perte de quelque chose de soi. Quand il y a un amant qui part, par exemple, une analysant me disait c'est comme j'ai perdu mon bras. Mais quand il y a un deuil aussi, non, de personnes qui perdent leur copain parce que dans un accident ou dans des choses comme ça, c'est comme s'ils perdent quelque chose de soi-même. Ou même dans le corps, vraiment, quand quelqu'un a subi une opération qui coupe des organes très vitaux. Je pense par exemple à des femmes qui ont eu, par exemple, des cancers à l'utérus, et enlever l'utérus pour une femme, c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose de c'est une hécatombe, c'est vraiment comme une séparation dramatique, originaire. Mais c'est pour vivre.
Donc, cette situation de la séparation, ce n'est pas si théorique, hein. C'est quelque chose qui se répète, pas seulement dans la question de la séparation, qui est quelque chose qui est déjà un peu plus dans le symbolique, mais la séparation, c'est vraiment quelque chose qui est dans le corps et se répète. Alors, et Lacan nous dit encore que le destin, c'est-à-dire le rapport de l'homme au désir, ne prend toute son animation que pour autant qu'est concevable le morcellement du corps propre. Hein? Cette coupure est le lieu des moments élus de son fonctionnement. Hein? Donc, ce que je viens de dire, non? Perdre un amant, perdre une partie de son corps, ce sont des lieux où, effectivement, la structuration du désir, non, nous dit Lacan, s'installe exactement dans la séparation fondamentale qui se trouve inscrite dès l'origine et pas seulement à niveau de la séparation de la castration. La séparation et la castration, par exemple symboligène, comme le dit Dolto, prennent force en s'appuyant sur cette séparation fondamentale à laquelle Lacan est arrivé pour le sentier de la biologie du corps, hein, du réel. S'il n'y a pas séparation, il n'y a pas de séparation. Et c'est la séparation qui nous fait désirer. Hein? On ne peut pas désirer coller. Précisément parce que l'expérience de la séparation reste au centre du fonctionnement du désir. Maintenant, un second point très rapide sur la question séparation-sublimation. Donc, si la séparation trouve sa condition d'existence dans la séparation des objets pulsionnels, seins, fesses, voix, regard, prend son côté dramatique, sa gravité, sa tonalité affective intense dans le moment originaire de la séparation. Donc, sévrage est dans le moment originaire de la séparation. Sévrage et séparation viennent du même lieu. À ce point-là, il est plus clair parce que nous pouvons parler de la séparation de nos propres voix comme un moment de sublimation. Hein? Sans sévrage, on ne peut pas sublimer. En autre terme, la sublimation implique pas seulement une séparation, mais aussi une séparation. Hein? Sublimation implique une séparation. Pour accéder à la sublimation, donc, il faut être disponible à perdre quelque chose de soi-même. Cela, c'est un point fondamental. Donc, pour sublimer, je dois perdre quelque chose de moi-même, quelque chose que le sujet ressent comme s'il s'agissait d'être dans le péril de perdre quelque chose de son propre corps. C'est la lutte de l'artiste avec la chose, avec l'enfer. Comme le dit la poétesse italienne Alda Merini, l'enfer est l'unique chaleur possible dans l'esprit d'un poète. C'est séparé et sublimé en origine commune, dans la séparation. Au cœur de chaque sublimation, il y a la possibilité d'une perte de quelque chose du propre corps. Il y a une séparation. C'est seulement si la voix s'en va, par exemple, qu'on peut avoir la condition pour chanter. Et aussi, il y a par exemple, les artistes de la voix peuvent porter au paroxysme cet effet de séparation. Le sentiment d'étrangeté peut soutenir l'angoisse au moment où il fait face à une voix chose qui semble s'autonomiser. Et séparer devant le sujet dans toute sa monstrueuse ingouvernabilité. La musique aussi, c'est partition. Hein, je coupe là, mais vous savez, non, la question de partition, ça vient de partie, ce partage, division.
qui renvoie aussi à partir. Hein, partir, qui c'est se détacher de ce propre monde. Hein. Et on renvoie aussi à partita en italien, c'est-à-dire en jeu collectif, dialectique avec l'autre. Donc la séparation se pose la question, après la séparation, excusez-moi, se pose la question de la subjectivation de l'objet et de son inscription dans l'autre. En conclusion, Dolto est assez claire. Se séparer est aussi vivre. Elle dit que les jeunes doivent se séparer des parents. Et elle parle d'une rupture féconde pour, je cite, pour dire oui à l'avenir, un jeune doit dire non à ses parents. Hein? La Bible aussi nous raconte que le monde est surgi de la séparation de la terre et de l'eau entre le monde habitable et la mer inhabitable à un certain point de la vie. La séparation de l'objet est un horizon d'une cure qui peut être conduit en tenant compte de l'angoisse de la séparation qui nourrit le cataclysme primitif nécessaire de la séparation. La question centrale dans l'offre de Dolto, c'est de perdre quelque chose pour avancer, ce qui est le corps de son concept de castration symboligène. Aujourd'hui, il y a une certaine incapacité de perdre quelque chose, et cela n'est pas sans rapport avec la pauvreté de sublimation de l'époque actuelle. Mais quand il n'y a pas la possibilité de perdre quelque chose de nous-mêmes, nous sommes dans le risque de perdre le corps entier, comme la clinique des jeunes contemporaines semble nous suggérer. En Italie, il apparaît un livre que j'ai écrit sur les adolescents qui va paraître en juin. En conclusion, chacun dans son propre langage, soit pour Lacan, soit pour Dolto, pour vivre, il faut mourir un peu. Merci. Merci beaucoup, Laura. J'ai été sensible au fait qu'on associe Dolto à l'insoumission. On sait d'où on vient, on se dit qu'elle a quand même fait un sacré voyage. J'enchaîne, donc nous allons écouter Laura Markman, qui est à Argentine, mais qui est à Paris depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans, qui travaille au CNPP de Fontainebleau. Et dans mon bureau à Paris. Et à Paris. Et à Paris. Je ne vais pas demander de se lever, parce que quand on voit rien, vous n'êtes pas sur une estrade. Mais vous entendez? Oui, mais si on ne voit pas, c'est pas... Ça vous en...